Bonsoir ou bonjour selon où vous êtes pour cette nouvelle émission de Maghreb également de Maghreb Intelligence. Vous le savez, l'actualité a été marquée cette fin de semaine, vendredi, plus exactement 19 mars, par une accélération de l'histoire. Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, Premier ministre socialiste, patron du PSOE, a adressé un message au palais royal, au roi Mohamed VI du Maroc, où il dit l'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc et précise qu'à ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée. On n'entend rien. On n'entend pas, non? Non, on n'entend pas. Il y a Il y quoi, a une Abdo? coupure de son. Ah, il y avait une coupure de son. Abdo, Vas-y. Karim, Oui, là on vous ok. entend. Là, on vous entend. là vous m'entendez. Alors, donc, je disais, tout le monde m'entend? Oui, Oui, ça va. Ça va. Alors, donc, je disais qu'il y a eu cette accélération de l'histoire où le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, déclarait que le plan d'autonomie marocain était la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara. On sait qu'on n'en est pas arrivé là d'un coup de baguette magique. En août 2021, il y avait d'abord une année de crise, puis en août 2021, dans son discours à l'occasion de la révolution du peuple du roi, le roi Mohamed VI déjà annoncé travailler dans le calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité avec les Espagnols dans des discussions qu'il supervisait et suivait lui-même en personne. Et il disait, le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. En janvier 2011, c'est le roi Philippe VI d'Espagne qui souligne la nécessité pour les deux pays de commencer à marcher ensemble et de construire la nouvelle relation sur des piliers plus forts et solides. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, c'est encore Pedro Sánchez qui dit dans une déclaration partager les déclarations du chef d'État sur le Maroc. Le chef d'État étant bien sûr ici le roi Philippe VI d'Espagne. Pour en parler aujourd'hui avec nous depuis Paris, Abdou Sammar, directeur d'Algérie Part, ici à Rabat, Karim Douichi de Maghreb Intelligence et invité spécial et particulier, Gustavo de Arstegui, je n'ai pas écorché votre nom. C'est parfait. Hein, ancien ambassadeur, politicien et diplomate espagnol, spécialiste en géopolitique du monde arabe et musulman. Gustavo a bien connu pour y avoir été diplomate la Jordanie, l'Irak et la Libye. Il a également été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, porte-parole aux affaires étrangères du groupe Parti Populaire au Parlement espagnol. Et enfin, ambassadeur d'Espagne en Inde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Gustavo de Arestegui, pardonnez-moi, je commence par vous. Comment expliquez-vous cette évolution du gouvernement espagnol? Je crois vraiment que tout le monde a voulu mettre l'accent sur le fait que c'était une nouveauté par rapport à la position des différents gouvernements espagnols. Quand en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que les différents gouvernements espagnols disaient en privé a été dit enfin en public. Vous dites que, bien sûr, le plan d'autonomie a été lancé en 2007. La première réunion d'autre niveau, les sommets entre les gouvernements du Maroc et les gouvernements d'Espagne de 2008, là déjà, le gouvernement de M. Zapatero avait souligné d'une manière très claire que l'Espagne reconnaissait que les efforts du Maroc pour résoudre la crise du Sahara étaient sérieux, crédibles et viables. Et cette position a été également réitérée par le gouvernement de Mariano Rajoy dans la RAN, la réunion de niveau de juin 2015.
Alors, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que il y avait une frustration, si vous voulez, quelque part, de la part des Marocains, parce que, en effet, la réelle politique espagnole et les faits que l'Espagne agissait comme un partenaire réel et crédible du Maroc dans tant de domaines, et on va revenir sur ça, n'était pas accompagné par des déclarations aussi, si vous voulez, solides que les actions d'Espagne. Aussi clair. Aussi clair, voilà. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que les Maroc et l'Espagne sont extrêmement interdépendantes. Le Maroc exporte 2/3 de ses produits à l'Union européenne. 42% de ces produits qui sont exportés à l'Union européenne sont exportés à l'Espagne. L'Espagne est le premier partenaire commercial et investisseur du Maroc, beaucoup plus important que la France ou les États-Unis. Qui est deuxième. Exactement. Alors, en plus, l'Espagne a la deuxième communauté marocaine la plus grande au monde, si on ne compte pas les Marocains qui sont déjà nationalisés espagnols. Si vous comptez ça, on est en train de parler d'une communauté d'1,5 million de Marocains en Espagne. Et qui ne sont pas tous des électeurs, sont tous des électeurs un peu éparpillés dans les spectres politiques. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, la plus grande présence du réseau des écoles espagnoles au monde est au Maroc, avec 13 écoles. On a l'un des plus grands réseaux de consulats au monde. On a le plus grand réseau de centres Cervantes au monde. L'ambassade d'Espagne au Maroc est la plus grande que l'Espagne a au monde. Les intérêts, l'interdépendance industrielle, vous serez étonné d'apprendre que l'exportation mutuelle, c'est surtout des produits industriels. Donc il y a de fortes relations commerciales et économiques, on le sait ça, depuis que le gouvernement Justo avait décidé, déjà avant 2002, de donner un coup de fouet au rapport économique entre les deux pays, justement, pour qu'on puisse transcender les problèmes culturels et, disons, historiques qui freinaient le rapport maroco-espagnol. Cela dit, j'aimerais bien savoir, c'est bien d'avoir des positions, de dire que nous sommes avec les Nations Unies, les résolutions des Nations Unies mutuellement acceptables par toutes les parties, et de dire le plan d'autonomie est la base la plus viable, la plus sérieuse et crédible. Il y a une nuance, et de le dire publiquement, plus parce que justement l'une des choses-là que reprochait le Maroc à l'Espagne, c'est un certain double langage. C'est de dire en aparté une position qui soutient le Maroc, et publiquement ça ne se manifestait pas. Alors j'aimerais savoir pourquoi, enfin on aimerait savoir, les spectateurs aimeraient savoir, et les auditeurs, pourquoi ce passage, est-ce qu'il a fallu cette grande crise d'une année pour qu'enfin le gouvernement espagnol se convainque de prendre position publiquement? Ce que je peux vous dire, c'est que certainement, il faut comprendre une chose. C'est une évolution de la position, si vous voulez, publique de l'Espagne, pas des actions des différents gouvernements espagnols, parce que les temps ont changé. Il y a une évolution sur tous les plans. Il y a une évolution, les voisinages du Maroc est devenu plus dangereux. Le Maroc et l'Algérie, d'ailleurs, sont devenus l'avant-garde de la lutte contre le djihadisme au monde, aujourd'hui. L'Algérie a payé cher, avec les cent de milliers et des milliers et des milliers d'Algériens 200 000 officiellement. Oui, 200 000 officiellement qui ont été, qui sont victimes de la violence du terrorisme djihadiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous remercier aux Algériens, parce qu'ils étaient, quand personne ne croyait que ça c'était la plus grande menace pour le monde, quand eux, ils ont contre tout et contre tous mené cette guerre qui n'était pas seulement pour se défendre eux, mais pour défendre tous les autres. Alors, ceci dit, je vous dis qu'il y a bien sûr la criminalité organisée, il y a les trafics d'êtres humains, les trafics de drogue, les trafics d'armes, qui est basé de plus en plus au Sahel. Alors,
croyez-moi, l'analyse qu'ils font, par exemple, les pays les plus importants du monde, disons les pays membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, il y a de 5, 3 qui ont manifesté d'une manière très claire qu'ils ne croient pas à la convenance pour la stabilité et la sécurité du monde d'un Sahara indépendant. Et les autres deux, la Chine et la Russie, l'ont dit d'une manière, si vous voulez, plus nuancée et plus... Même si la Chine a dit aujourd'hui qu'eux, ils y tiennent à la formule des Nations Unies. En tout cas, un Sahara indépendant, si jamais ça aurait pu arriver, et je ne le crois, ça aurait été certainement un État en faillite, un État en implosion, un État dominé par qui déstabiliserait un peu plus la région. Tout à fait. Abdou Samar, j'imagine que l'attitude espagnole, c'est pas que j'imagine, je sais, de par ces déclarations, que la position espagnole n'a pas beaucoup fait plaisir à Alger. Oui, mais elle n'a pas été une surprise pour Alger. Hein. Alger, elle ment quand elle dit qu'elle a été surprise, qu'elle était choquée par le revirement de la situation, le revirement de la position de l'Espagne, quand elle rappelle son ambassadeur, tout ça, c'est une mise en scène. Moi, mes informations, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources. Le Madrid a consulté Alger, enfin l'a informé plutôt, l'avait averti de l'évolution qu'elle devait rendre publique au niveau de sa position vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. Et l'Espagne avait argumenté, elle a expliqué à Alger clairement que les tensions géopolitiques maintenant avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont changé la donne, que l'Union européenne doit absolument sécuriser ses frontières au niveau du sud, avec une Méditerranée, avec un bassin méditerranéen qui doit être sécurisé, et que pour l'Espagne, le plan d'autonomie du Maroc est la meilleure solution. C'est pas une surprise. On savait que l'Espagne privilégiait cette option, même si elle ne le disait pas clairement, pour ne pas donner l'opportunité au Maroc de bomber le torse comme le fait Israël ou les États-Unis. L'Espagne voulait être l'arbitre entre l'Algérie et le Maroc, entre le Polisario et le Maroc. Mais aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec l'instabilité, l'insécurité qui règne entre les pays de l'OTAN et l'axe Moscou-Pékin, l'Espagne n'avait pas le choix. En fait, c'est du bon sens. Moi, personne ne croit réellement, très peu de gens pensaient réellement que l'Espagne allait soutenir l'indépendance du Sahara occidental. Ça n'a aucun sens. Le problème aujourd'hui, c'est que même l'Espagne qui soutient le plan d'autonomie, maintenant, il faut en parler de ce plan d'autonomie. Jusqu'à maintenant, on ne le connaît pas, ce plan d'autonomie. Moi, j'aimerais bien le voir. Qu'est-ce qu'il propose concrètement? Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés qui sont à Tindouf? Est-ce qu'on rentre, ils rentrent pas? Cette région autonome sera composée de quoi? Quelles sont les prérogatives des uns et des autres? La majorité des pays du monde, Gustavo vient de le dire, excepté quelques États proches un peu Abdo, on ne le connaît pas encore, on aimerait bien le connaître. Abdo, s'il te plaît, rien que pour le plan d'autonomie, l'ONU dispose du projet tel qu'il a été élaboré par le Maroc. Il ne faut jamais oublier que ce plan a été soumis à James Baker, l'ex-secrétaire d'État américain, qui était alors représentant personnel et envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU dans la région. Et il est assez détaillé. Il faut vraiment ne pas vouloir le voir. Je vais te le chercher. C'est une base. D'ailleurs, les Espagnols le savent. Le groupe de ce qu'on appelle les amis du Sahara, ils ont une copie de ce document. L'Algérie en a une copie. Le Polisario en a une copie. Et ça a été discuté, et il a plusieurs chapitres. Il y a les juridictions, il y a la défense, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par le Maroc. Le Maroc n'est pas venu, il n'a pas dit voilà un plan d'autonomie, on va faire une autonomie et on va partir. Maintenant, on va décider. Même la question, et vous le savez, le problème du rapatriement se pose. Effectivement, il est réel. On peut rapatrier, mais il faut rapatrier qui? Est-ce qu'on rapatrie ceux qui sont originaires du Sahara occidental ou rapatrier tout ce qui est Tindouf venant de tous les Saharas de la région. Donc, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais il fallait bien que je mette au point cette situation, parce qu'on en a souvent parlé.
En vas-y. tout cas, le débat se pose aujourd'hui. Il faudrait que ce plan d'autonomie soit concrètement posé sur la table, médiatisé massivement, pour que toutes les opinions publiques de la région le connaissent. Et puis, il faut en faire un débat. Et il y a des pays qui sont dans le cadre de l'autonomie, où les peuples ont préservé leur dignité. Là, en France, aujourd'hui, on parle de l'autonomie de la Corse. Il y a des nationalistes corses qui demandaient l'indépendance. Aujourd'hui, ils ont fait marche arrière ensuite. Ils ont gagné des élections régionales. Et aujourd'hui, l'autonomie est en train d'être discutée en Corse, en France. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais il faudrait qu'il y ait une ouverture d'esprit. Parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Maroc a tellement dominé ce dossier. Réellement, la question se pose, est-ce qu'il a besoin encore de parler d'autonomie? C'est la question. Karim, Je termine là-dessus, Naïm. Toutes les grandes puissances sont d'accord aujourd'hui avec la position du Maroc. Il y a, Gustavo l'a dit, la Chine, la Russie essayent un petit peu de maintenir l'équilibre. Mais au rythme où vont les choses, on peut dire que même l'autonomie ne risque pas de se réaliser. Le Sahara est devenu une région marocaine à 100%. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Naïm. J'aimerais que tu puisses commenter et ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur et ce qu'a dit notre ami Abdou. Bah, écoute, Naïm, je ne vais pas apprendre aux téléspectateurs quelque chose de nouveau en disant que, comme l'a dit Gustavo, le monde a changé. Les rapports ont changé. Les derniers développements internationaux, notamment la guerre en Ukraine, a changé la donne. A réellement changé la donne. Les gens peut-être ne font pas attention. Économiquement, militairement et diplomatiquement. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve, comme l'a souligné plusieurs fois Abdou, isolée. Parce que, à cause de mauvais choix, d'un blocage dans les années 70, 80, l'Algérie n'arrive pas à changer. C'est ce qui permet au Maroc d'avoir une diplomatie un peu pas opportuniste, mais qui s'est saisie des opportunités qui s'offrent. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'Espagne a été obligée, je dis bien, pour multiples raisons. Peut-être l'économique est le moins publicité aujourd'hui. Ce qu'il faut oublier, c'est la sécurité. L'Espagne se soucie énormément de sa sécurité. L'Espagne n'a jamais accepté l'intervention de Wagner au Mali. Elle l'a fait signaler par des canaux officieux à Alger. N'a jamais accepté qu'Alger s'aligne sur l'URSS, c'est un lapsus révélateur, sur Poutine, sur le Mali. L'Espagne a très peur que ça dégénère au Sahel. Ça a déjà dégénéré, mais et les services, le CNI, le service de renseignement espagnol, très présent dans cette région. N'oublions pas que plusieurs ressortissants espagnols ont été kidnappés et tués dans cette région, notamment aux alentours de Tindouf, il y a une dizaine d'années. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, aujourd'hui, l'Algérie est en perte de vitesse et il y a une calcification du régime en place que la plupart des puissances méditerranéennes remarquent et constatent. Il n'y a aucune évolution, une exaspération française. L'Allemagne a retourné complètement sa veste avec le départ de Merkel. L'Allemagne qui plaidait pour un équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Mais finalement, avec le nouveau chancelier Schulz, elle a perdu vraiment tout espoir en Algérie. L'Espagne, aujourd'hui, c'est une exaspération. Par rapport au gaz, ils n'ont jamais compris la décision d'Alger de ne plus exporter du gaz en Europe à travers le gazoduc le Maroc. Donc tout ce changement-là géopolitique a donné à ce que l'Espagne privilégie une voie pragmatique, celle du plan d'autonomie marocain, qui pourrait être mise en œuvre aujourd'hui ou demain ou dans un avenir très proche par les autorités marocaines, bien sûr avec les Sahraouis qui le veulent bien. Parce qu'il y a une imposture, un jour qu'on en débatte, c'est que le Polisario n'est pas le seul représentant du peuple sahraoui. Jamais, quand l'Espagne s'est retirée de ce territoire, elle a laissé 3 ou 4 partis en place. Alors aujourd'hui, il ne faut plus jamais parler. Le Polisario est certainement le plus grand, l'un des plus grands en exil, je dis bien, en exil. Dire en dehors du territoire saharien. D'accord, Karim. La majorité est... D'accord, on a compris, Karim. J'aimerais bien, alors que je revienne un peu vers Gustavo Arestegui, pardonnez-moi encore une fois,
cette situation du Polisario comme représentant unique et puis la question de l'Algérie, y a-t-il à espérer une évolution? Je crois que vous prendrez l'un ou le deux selon votre convenance. Mais écoutez, justement, ça c'est une des questions les plus importantes et qui a mené à pas mal d'hommes politiques et d'analystes et une partie de l'opinion publique espagnole à l'erreur. Pendant des décennies en Espagne, une partie de l'opinion publique et une partie de l'élite politique, si vous voulez, avaient confondu les Polisario et les peuples sahraouis, croyant que tous les Sahraouis confondus étaient alignés et qui étaient représentés par les Polisario. Et ça, c'est quelque chose que certains, comme moi-même, on a essayé de faire cet équivoque en disant qu'écoutez, la majorité du peuple sahraoui, tel que eux ils le conçoivent, ne sont pas représentés par les Polisario. La majorité vivent au Sahara marocain, comme vous voulez. Et à Dakhla, à Laayoune, et c'est des gens qui se sentent normalement intégrés dans le Maroc et dans la même famille. Et moi, je suis marié à une Marocaine et je le vois dans sa famille. Il a des cousins politiques, si vous voulez, ou contre parents, que sont des Sahraouis. Et une partie de leur famille était à Tindouf et la majorité de leur famille était à Dakhla. Et dans un moment donné, le père d'une de ses cousines est retourné du Tindouf et il s'est installé à Dakhla avec une normalité absolue. Et ça, c'est une réalité sociologique qui arrive au Maroc tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est méconnu, qui n'a pas été expliqué en Espagne et qui a mené à certaines organisations et partis politiques à confondre l'un et l'autre. N'était pas à l'époque encore prête à admettre et à accepter, parce que l'histoire de la patrie clémente et miséricordieuse a été, dès les années 90, bien avant même, déclarée par le défunt roi Hassan II, et qu'on a eu énormément de rapatriements, et parmi même les dirigeants historiques, j'en cite Tchamek, j'en cite Omar Hadrami, je peux en citer d'autres. Mais maintenant, pour passer à un autre volet, est-ce que vous vous attendez à une évolution de la position algérienne, et si c'est possible, comment? Écoutez, j'ai écouté avec énormément d'intérêt les déclarations du ministre espagnol des Affaires étrangères, M. Alvarez. Moi, je ne les connais pas trop, tout en étant un collègue à moi. On est tous les deux diplomates de carrière, mais il me semble que c'est un professionnel compétent qui connaît très bien les dossiers. Ce que je peux vous dire, c'est que lui, il a dit d'une manière solennelle et absolument claire qu'il a maintenu des contacts fluides avec son homologue algérien. Alors, ce que Abdou vient de nous révéler, que c'était quelque chose de connu par le gouvernement algérien, c'est quelque chose qui doit être la réalité. Sinon, ça serait impossible. Ça serait d'une énorme irresponsabilité de prendre un pas pareil sans consulter l'autre partie. Oui. Et moi, sans l'informer au moins. Voilà. Moi, j'étais directeur de cabinet d'un ministre. Dans un moment très délicat, j'étais 12 ans député et je peux vous dire que des déclarations pareilles, on ne les fait pas si elles ne sont pas vraies, parce qu'on risque de antagoniser l'autre partie et qu'il vous démente. Alors ça serait la honte absolue, non? Oui. Si les ministres disent non, c'est pas vrai du tout, le ministre espagnol ne m'a jamais contacté, ça serait vraiment une crise diplomatique et politique d'une extrême gravité. Alors, ceci dit, je crois que la relation, je ne vais pas rentrer dans des choses qui ne me concernent pas, je suis espagnol, bien que je vis au Maroc, la relation entre deux voisins d'une telle importance comme le Maroc et l'Algérie, peut-être, vous voyez, je ne sais pas, cette évolution de la part d'Espagne pourrait peut-être être un premier pas de normalisation entre les deux pays. Je ne sais pas, c'est peut-être un désir. Abdou, tu partages? Je partage une grosse partie, mais il y a une petite partie il faudrait comprendre que le problème du Sahara occidental pour l'Algérie au pays a d'autres considérations. Et si on n'arrive pas à comprendre ces considérations, on n'arrivera pas à comprendre le fond du dossier.
Pour l'Algérie, le Sahara occidental est aussi un dossier que l'Algérie utilise comme un barrage contre l'hégémonie marocaine dans la région. Le régime algérien, il est persuadé depuis des décennies que s'il n'y a pas le Maroc, que sans le Sahara occidental, le Maroc pourrait imposer une hégémonie sur toute la région, qu'il pourrait pactiser avec des alliances totalement hostiles à l'Algérie et qui pourrait grandir en menaçant la sécurité nationale algérienne. C'est ça le problème. Le dogme de la diplomatie et de la gouvernance en Algérie considère le Maroc comme un adversaire. Et ce dogme-là n'a pas changé. Maintenant, du côté algérien, quand on leur parle, ils disent toujours c'est au Maroc de faire le pas. Et malheureusement, depuis la normalisation des relations avec Israël, le régime algérien, sa conviction que le Maroc est un adversaire, voire un ennemi, s'est encore aggravée. Parce que pour eux, le Maroc va abriter les bases militaires des Israéliens. Les Israéliens veulent menacer la stabilité et la sécurité de l'Algérie. Les Émirats qui sont en brisbille avec Alger, en dispute ouverte, fournissent des armes et des avions de chasse au Maroc. Donc pour l'Algérie, le Maroc est toujours une menace potentielle contre la stabilité et la sécurité du pays. Malheureusement, l'absence d'un dialogue franc entre les deux pays, l'absence, même, et l'Espagne, Gustavo, je pense qu'il faut nous en parler. Abdo, j'ai une question. Oui. Toi, qui es algérien, qui est dans la dissidence, qui a une vue intérieure et extérieure à l'Algérie, vous croyez que vraiment le Maroc est une menace pour l'Algérie? Mais aucun Algérien, la majorité des Algériens, pas que moi, naturellement, n'adhèrent pas à cette lecture. Je parle de la majorité, qu'on soit opposant, ou qu'on soit la société civile, ou qu'on soit intellectuels ou pas. L'ensemble de l'Algérie, des composants de la société algérienne, ne croient pas à cette lecture. Nous n'avons que de l'affection et de l'amitié pour le Maroc. Sauf que, quand on est au pouvoir, il y a un autre regard. Il y a d'autres données géopolitiques. Cette donnée géopolitique. Mais pardonne-moi, Oui. une question, la notion de l'État pivot, elle est algérienne ou marocaine? En fait, au-delà de cette notion-là, le Non, problème, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'Algérie. le dogme de la politique algérienne dans la Oui, région se naturellement. construit La sur course. cette théorie de l'Algérie Oui. pivot du Maghreb. La course au Alors, leadership, elle est autant algérienne que marocaine, naturellement. La course au leadership, chacun des deux pays voulait toujours être le leader de la région. Peut-être du côté algérien, c'est plus visible, c'est plus est-ce qu'on peut pas démonstratif. être co-leader? Non, le problème, justement, l'essentiel, on ne peut pas être leader d'une région qui est sous-développée, Voilà. qui exporte que les haragas et qui est frappée par la sécheresse. Ça n'a pas de sens. Allez, Si on avait un marché avec une croissance à 2 chiffres, mais parce qu'on n'a on pas voulu, exportait parce des qu'on n'a armes, on n'a pas voulu le construire ou on n'a pas pu le on construire. n'a pas voulu. En fait, c'est l'absence d'une politique de bon voisinage. Naïm. La politique de bon voisinage n'existe pas entre l'Algérie et le Alors, Maroc. Donc, cette Karim, politique de bon voisinage n'est pas mise en œuvre. On ne peut pas aller vers une solution pérenne pour le dossier du Sahara occidental, ni pour les autres dossiers, les malentendus qui peuvent poser entre les deux pays. je crois, Abdou, tu m'excuseras, que le plan d'autonomie a été une concession marocaine dont la position initiale était l'intégration pure et simple du Sahara à la mère patrie, et que par la suite, il y a eu la main tendue du roi Mohamed VI qui avait demandé au président algérien de venir discuter Moi, j'ai une question, sans condition préalable. Si J'ai on une arrive, question, j'ai une question. or, jusqu'à maintenant. Quelle est la garantie que ce plan d'autonomie sera appliqué? Mais Si on veut pas, il faut commencer par discuter. Et maintenant, il y a une partie qui refuse la avec discussion avec le Maroc. Il faut discuter avec l'Algérie avec le Maroc. Tout le monde sait. Si Alger veut l'amener dans sa valise, c'est pas un problème. Karim, est-ce que Oui. la décision espagnole de rendre publique une nouvelle position un peu décalée par rapport à ce qu'elle a jusqu'à ici défendu ou développé et pourrait signer, dans ta perspective, la fin du Polisario? C'est un enterrement? Elle ne signe pas la fin du Le Polisario est fini. Le Polisario a perdu sa dernière image charismatique qui était Abdelaziz. Abdelaziz, c'est fini. Le Polisario n'existe pas militairement. Le Polisario n'existe pas diplomatiquement.
Le monde a changé, comme a dit Gustavo de Aristigui. Le monde a changé. Il n'y a plus de place pour des organisations comme le Polisario. Même l'OLP a changé. Même l'OLP n'est plus le seul représentant unique de la Palestine. Les Palestiniens, le Hamas le conteste. Les autres, le djihad islamique le conteste. Plein de choses ont changé. Le Polisario est une bizarrerie à ranger dans le musée. Je ne vais pas dire la poubelle, je ne vais pas être comme certains nationalistes, mais il a existé, le Polisario, peut-être a eu un certain impact sur certaines choses. Il faut le ranger dans le musée de l'histoire. Moi, je ne dis pas qu'il faut le jeter. Négocier avec le Polisario aujourd'hui n'a aucun intérêt, ni pour le Maroc, ni pour les puissances méditerranéennes qui ont... Il faut... Non. Est-ce que, Abdo, je reviens vers vous tout de suite. Abdo, une question. Abdo, une question. Est-ce que le Polisario est autonome dans sa décision? Bien sûr que non. Tu parles à Algérie Part avait publié récemment un dossier qui explique d'où viennent les finances du Polisario et le financement pour les Algériens. Voilà, donc moi on l'a dit. Donc il faut discuter. Donc il faut discuter avec le Maroc doit discuter avec l'Algérie. Oui, mais le Polisario maintenant, à l'ordre du jour des discussions, on peut mettre quelle place on peut là. On peut, non, mais c'est vrai. Non, parlons sur. Écoutez, moi j'ai une conviction politique. Jamais référendum d'autodétermination n'a eu lieu sans que les partis en présence, l'Algérie en est l'exemple le plus éloquent, sans que les partis en présence n'aient été au préalable d'accord sur son résultat, sur son issue. À Évian, d'abord, les Algériens et les Français s'étaient d'abord entendus sur l'indépendance, le contenu, les conditions, et après, ils sont partis au référendum. Donc, je ne dis pas que je ne suivrai pas Karim pour dire qu'on va le jeter à la poubelle, mais on peut le mettre à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je l'ai dit. Quelle place ils vont occuper dans l'échiquier, etc. Donc ça, c'est possible. Le problème actuel, c'est qu'à Alger, ils le disent. Même moi, quand je vois quelqu'un, les gens qui travaillent sur le dossier du Sahara occidental... Mais il faut qu'ils le disent publiquement et qu'ils agissent en conséquence. Une minute, quand je les interroge, je leur dis, est-ce qu'au moins vous avez étudié le plan de l'autonomie? Est-ce qu'au moins vous l'avez pris en considération? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que le Maroc, il ment, qu'il n'a pas envie de faire l'autonomie. Parce que lui, il domine outrageusement la scène, il ne reconnaît pas le Polisario. Mettons-le à l'épreuve. C'est un peu vrai. Il y a un adage que nous partageons très bien entre Algériens et Marocains. Si le Maroc ment, il faut le mettre à l'épreuve. Monsieur l'ambassadeur, je reviens à vous et j'aimerais savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, parce que j'imagine que, ne serait-ce que de parler de Podemos, de l'extrême gauche espagnole, cette décision est loin de plaire à tous les Espagnols. Et on a vu aussi également que la droite, notamment le Parti populaire, n'est pas très content. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? C'est deux cas complètement différents, c'est deux positions complètement différentes. L'extrême gauche espagnole, dans sa nouvelle configuration et sa nouvelle coalition, disons Podemos qui a intégré, étant les partis communistes, Izquierda Unida, parce qu'Izquierda Unida, ce n'était pas que le parti communiste, il y avait d'autres partis d'extrême gauche, plus les mouvements, les mareas et machins qui ont été en Comú Podemos à Barcelone et Catalogne. Et les positions traditionnelles de cette gauche dure, extrême, radicale en Espagne étaient toujours alignées sur le Polisario. Disons que malheureusement, à partir de 1975, la Marche verte, la question du Sahara est devenue une question de politique intérieure en Espagne. Et ça, c'est justement l'un des facteurs qui a difficulté et qui est devenu de fois un obstacle dans les relations entre les deux pays, et d'entente, de compréhension, sachant que l'opinion publique, c'est quelque chose qu'un gouvernement démocratique ne peut pas contrôler. Et des fois, les incompréhensions entre le Maroc et l'Espagne sont venues de ça.
Ceci dit, les mécontentements de Podemos est fondé sur un fort alignement idéologique, une forte coïncidence idéologique entre les Polisario et ces mouvements de gauche radicale. Est-ce qu'on est sûr que le Polisario est toujours de gauche? Je ne saurais pas d'où vous dire ça, mais au moins c'est la déclaration publique. Excusez-moi, mais continuez votre raisonnement. Dans les cas du Parti populaire, je vous dis qu'il y a une... Je ne fais pas plus partie du Parti populaire. Je vous ai posé la question parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de djihadistes sont recrutés dans les camps de Tindouf et dans les rangs du Polisario. Oui, ça c'est connu, c'est quelque chose de connu. Et il ne faut pas aller non plus dans les bulletins payants d'intelligence privée. On peut le lire dans les journaux les plus importants du monde. C'est quelque chose de connu. Ça c'est aucun secret. Mais dans les cas du Parti populaire, les difficultés, ou si vous voulez, les réticences du Parti populaire devant la déclaration du président du gouvernement de l'acceptation publique et claire du plan d'autonomie comme solution crédible, solide et viable pour la crise du Sahara qui dure des décennies déjà, et que eux, ils n'ont pas été consultés. Il y a 10 ans, nous, dans une démocratie, une question d'une telle importance, d'une profondeur extraordinaire, aurait dû être consulté avec le principal parti de l'opposition qui, un jour, sera le gouvernement d'Espagne. Surtout parce que je crois que vous pouvez voir que dans les gouvernements du Parti populaire précédent, les 6 premières années du président Aznar étaient certainement les meilleures, il faut le dire clairement, des relations entre le Maroc et l'Espagne. Les 6 ans et demi du président Rajoy étaient excellentes aussi. Il y a une chose que les PP comprennent de plus en plus, que la majorité écrasante des Marocains, ou en fait des Arabes ou des Maghrébins, qui sont mainstream, comme on dit en anglais, ont une coïncidence des principes et des valeurs plus alignée avec l'idéologie des centres-droites que des idéologies de gauche. Et ça, les partis des centres-droite européens les comprennent de plus en plus. Alors, il y a une question des formes. Il n'y a pas une critique vraiment du fond. Et ceux qui le font, c'est des gens qui n'ont pas tout à fait compris l'évolution de la situation comme on parlait tout à l'heure. Ceci dit, je dois vous dire, moi, je suis diplomate de carrière à la base. J'étais politique un peu par accident, si vous voulez, élu 3 fois et tout ce que vous voulez. Mais j'étais de 2 côtés de la foule politique. Une négociation aussi délicate que ça, là où il y a 3 ou 4 parties impliquées, c'est une chose, ce sont des choses qu'on ne peut pas partager librement avec tout le monde, parce qu'une fuite aurait pu provoquer un débat acide dans les médias et l'opinion publique qui aurait peut-être dérayé l'accord. Faudrait capoter l'accord. Ce que je vous dis, c'est que moi, je suis toujours favorable à la transparence et à la clarté absolue dans une démocratie, mais des fois, il faut aussi la discrétion. Et sans discrétion, on n'arrive pas au résultat positif. Au résultat positif. Alors, une question, peut-être une dernière. Un revirement, c'est possible? Dans quel sens? C'est-à-dire un retour du gouvernement espagnol sur la position actuelle? Je ne crois pas. C'est-à-dire, combien de gens ont dit que l'arrivée de Biden allait complètement renverser la position de Trump? Et en plus, je vous dis, dans mon travail présent, je fais des analyses politiques souvent de beaucoup de régions du monde, mais surtout des États-Unis. Et je suis les médias américains à la minute. Je commence à 6 heures du matin et je l'ai fait toute la journée. Et ce que je vous dis, c'est que à la base, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par un gouvernement présidé pour M. Trump était un obstacle pour sa continuité. Mais la chose était tellement importante
Et ça avait des implications géopolitiques telles que le Parti démocrate n'a pas pu changer ne pouvait désavouer Et parce qu'il y a aussi... Parce que seulement c'était Trump qui l'avait fait. Exactement. L'auteur du changement n'était pas suffisant pour faire une implosion de la décision américaine. Et bien sûr, il y a aussi les données que les Marocains connaissent très bien, mais qui est très, très mal connu en dehors du Maroc. Le fait de cette imbrication, et c'est peut-être notre ami Abdou qui a oublié de mentionner ça, parce que les rapports entre l'Israël et le Maroc, ce n'est pas des rapports seulement politiques, c'est des rapports historiques, c'est des rapports civilisationnels, c'est des rapports même émotionnels. Aujourd'hui, la plus grande minorité d'Israël, ce sont les juifs marocains séfarades. C'est 1,5 million de personnes. Il n'y a pas une minorité plus grande. Et il faut comprendre que ça crée des liens très très profonds et que ces liens existent avant même les relations formelles. Pour vous rassurer, s'il n'y avait pas Israël, Alger aurait trouvé un autre prétexte. Rassurez-vous là-dessus. Bon, je ne veux pas rentrer dans les disputes bilatérales entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas mon rôle. Moi, je vais vous poser une dernière question et c'est valable pour tout le monde. Je commence par vous, monsieur l'ambassadeur. Comment voyez-vous l'évolution et l'avenir de cette question? Écoutez, c'est toujours complexe. Il y aura bien sûr des difficultés dans les futurs immédiats, mais au moyen et long terme, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que plus je vis au Maroc, et j'ai des grands amis en Algérie aussi. Moi, quand j'étais directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur, c'était moi qui a poussé le gouvernement espagnol pour intensifier vraiment la coopération antiterroriste quand personne n'y croyait à ça. Et je vous parle de 1996, 97, 98, 99. Alors ça, je peux vous dire quelque chose. Et j'allais souvent à Alger quand personne n'y allait. Et ce que je peux vous dire, c'est que les deux peuples se ressemblent énormément. C'est en fait le même peuple. Et les émotions, la culture, la musique. Je vois une admiration vis-à-vis la culture et la civilisation algérienne dans le peuple marocain, et je le vois à l'envers de la part de mes amis algériens. Alors moi, à moyen et long terme, je vois que inévitablement le Maroc et l'Algérie vont s'entendre, bien que dans les prochaines semaines, mois, espérons que ça ne sera pas des années, et ça ne sera pas facile, mais pas impossible. Abdo, tu partages? Je partage totalement le point de vue de Gustavo, naturellement. Ça me fait plaisir de l'entendre. Voilà, j'espère que les dirigeants algériens et marocains vont l'entendre. Mais je pense dans cette politique de bon voisinage qui doit être mise en œuvre entre Alger et Rabat, les deux doivent faire des efforts. Voilà. Je comprends tout à fait que les Marocains veulent entretenir des relations historiques et émotionnelles avec les Israéliens. C'est légitime. Mais de là à faire une alliance militaire, c'est une provocation qui est gratuite, franchement. On a vu ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. Il faut absolument tirer les leçons. Imaginez quelle serait la réaction du Maroc si demain l'Iran ou un pays hostile à la politique marocaine installerait des bases militaires ou ferait une alliance militaire avec l'Algérie. Il n'y a pas de base militaire israélienne au Maroc. Le dossier du Sahara occidental doit être résolu dans le cadre d'une politique de bon voisinage. Parce que ça fait des décennies qu'il est au niveau de l'ONU. Il n'a jamais été débloqué. Ça fait des décennies. C'est l'ONU qui a classé le Sahara occidental comme un territoire non autonome. C'est pas l'Algérie, c'est l'ONU qui a commencé par le classer ainsi. Il aurait dû, entre un dialogue africain ou un dialogue maghrébin, direct entre Alger et Rabat notamment, pour régler cette situation. Parce que franchement, ça ne peut pas durer. On a perdu trop de temps à cause du Sahara occidental. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les Sahraouis, mais on ne peut pas prendre en otage le destin de plus de 100 millions de Maghrébins pour 500 000 ou 600 000 Sahraouis. C'est vraiment insensé. Tu es généreux, 500 000 Sahraouis. Voilà. Et je ne sais pas combien ils sont d'ailleurs, mais en tout cas, il faut poser le plan d'autonomie sérieusement. Il faut nous le dire. Par exemple, le mur du Sahara. On l'a dit. Oui, mais ça, il faut s'asseoir pour discuter. Karim. J'essaie de secouer le cocotier, du côté d'Alger ou du côté du Maroc. Très bien. Au moins qu'on sache. Il y a quand même une portion de 20% du territoire du Sahara occidental qui n'est pas contrôlée par le Maroc. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Où est-ce qu'elle va aller cette portion? Il s'agit de questions sécuritaires, de questions pratiques qu'il faut aborder. Mais il faut s'asseoir. Justement,
Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Bah, il faut qu'on Si par malheur, s'assied ensemble. c'est par malheur, Naïm, c'est par malheur, du côté d'Alger ou du côté de Rabat, un dirigeant, un général ou un monarque qui perd un peu la tête, on peut aller vers une guerre, il y aurait eu une catastrophe. On a bien vu ce qui se passe en Europe centrale ou en On est Europe de l'Est. d'accord, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Il faut faire la paix. On Il est faut faire la d'accord. paix rapidement la- pour éviter tout ni- risque de guerre. Ni le Maroc, ni l'Algérie n'ont les moyens de se payer une guerre aujourd'hui, ni pour leur présent, ni pour leur avenir. Déjà que c'est compliqué aujourd'hui. Karim, Alors moi, je vais, au-delà des déclarations émotionnelles, je vais faire trois petites remarques. La première, c'est que au moment où on était en émission, je viens de lire sur mon smartphone que la France, par la voix de son porte-parole des Affaires étrangères, vient de réitérer sa position en faveur d'un plan d'autonomie. L'effet papillon continue. Depuis la déclaration de Trump, je dis bien l'effet papillon continue. C'est la métaphore du sablier. il y a eu également une déclaration de l'Union européenne. L'Union européenne, absolument. Mais là, c'est la française parce que je souris un peu parce que la France est obligée, surtout parce qu'elle est en concurrence avec l'Espagne sur le Maghreb, elle est obligée Non, Karim, le plan d'autonomie, la France a toujours été claire. Toujours, oui. Voilà. C'est pas- Toujours depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, des problèmes avec l'Algérie. Non, juste pour que le téléspectateur soit. Je sais que la France était le premier pays à l'avoir salué, mais là, elle est obligée de revenir parce que, je dis bien, l'effet papillon et le sablier, la métaphore du sablier, Alger perd chaque jour des graines et des graines et des graines dans ce dossier. C'est pas pour dire qu'Alger perd face au Maroc, c'est pas ça qui m'intéresse. Deuxième chose, la gesticulation, le rappel de l'ambassadeur algérien Madrid est juste une gesticulation vaine. Pourquoi? Parce que Sanchez, et là je lui ai reconnu une certaine maestria dans ce dossier-là, il sait qu'Alger ne peut rien faire. Pour une simple raison, le seul débouché du gaz algérien, le plus grand, si on enlève le petit qui passe par l'Italie, le plus grand passe par Almeria. Alors, l'Algérie est aujourd'hui en une relation Dépendance. un peu défavorable avec l'Espagne. Et l'Espagne, les Espagnols notamment, le cœur, le réacteur nucléaire espagnol n'oubliera jamais que pendant des années, l'Algérie a porté son soutien à ETA. Il ne faut jamais l'oublier. Et a reçu à Alger les membres d'ETA. J'étais entraîné, c'était dans les années 70. Moi, Voilà, je suis c'était il y quelqu'un a qui longtemps. s'inspire de l'histoire et je sais que si les partis, dans les pays démocratiques, si les partis passent, l'administration, la bureaucratie a une mémoire d'éléphant. Merci Naïm. Merci à vous tous, merci Monsieur l'ambassadeur, Merci, au plaisir. merci Karim. Monsieur Abdou, Karim, j'ai pris ta place aujourd'hui, mais j'espère que la semaine prochaine tu seras là. Bonsoir à tout le monde et à la semaine Bonsoir. prochaine. À la semaine prochaine.